retour dans l'Africa Newsroom. Francis Evouna, le président du Conseil gabonais du patronat, nous a quittés. Il a cédé sa place avec Jean-Marie Bitomo. Jean-François Kandji-Kombe est toujours avec nous et Flavien Enongwe, enseignant-chercheur, conseiller spécial du président gabonais Ali Bongo, est également toujours autour de ce plateau. Et l'Africa Newsroom, c'est avant tout l'actualité chaude. Impossible donc de passer à côté de la journée mondiale de la femme, célébrée chaque année le 8 mars. L'occasion de faire un focus sur la Guinée, sur une femme en particulier. Il s'agit de Fatou Baldé, une activiste de la société civile qui est responsable d'une entreprise spécialisée dans le domaine de l'informatique. Son portrait nous est proposé par notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. Au sein des forces de défense et de sécurité, dans l'administration publique et dans le gouvernement, dans la société civile ou à la tête d'entreprises privées, la femme guinéenne est désormais une actrice de développement. Parmi celles qui font la fierté de la couche féminine dans le pays figure en bonne place Fatou Baldé. Cette mère de 4 filles est sur tous les fronts dans la lutte pour la promotion de ses pairs. Activiste de la société civile, elle est de tous les grands rendez-vous consacrés à la femme. Il fallait que je mette en place un cadre formel pour aider les jeunes filles, parce que je me dis que j'ai été chanceuse, moi, d'échapper à toutes les pesanteurs sociales qui empêchent l'épanouissement des femmes et être là où je suis. Alors, il était de mon devoir d'aider celles qui n'ont pas la même chance que moi. Comme ça, si nous sommes plusieurs femmes éduquées, instruites, ça peut changer le cours des choses dans un pays. Hormis son dévouement pour la promotion des droits de la femme, Fatou Baldé est aussi une chef d'entreprise. Elle évolue dans le domaine des services informatiques et emploie environ une dizaine de personnes. Sa bataille pour son autonomisation est celle qu'elle mène pour les autres femmes du pays. La présidente de la coalition des femmes leaders de Guinée est une femme qui se bat au quotidien pour donner l'exemple de femmes capables de faire quelque chose de positif. Depuis 15 ans, je suis chef d'entreprise. J'ai une société de transit et de vente d'équipements informatiques. Donc ça se passe très bien, j'ai des employés, l'entreprise marche correctement et c'est ce qui me fait vivre d'ailleurs. De façon spontanée, je me suis rendu compte qu'en moi, il y avait toujours cette volonté de m'impliquer dans la vie sociale, dans la vie de tous les jours. Fatou Baldé a connu une enfance épanouie. Son but est de partager avec toutes les femmes guinéennes les valeurs d'émancipation, de travail et de compétences. Le courage et les idées innovatrices, rien ne manque à cette femme pour montrer la voie à toutes celles qui sont en quête de promotion de la gente féminine. Son cheval de bataille, encourager la formation de ses pairs en vue de leur permettre de compétir avec les hommes à tous les postes de responsabilité. Jean-Marie, on vient de voir ce portrait d'une femme chef d'entreprise. Certains parlent d'ailleurs d'un entrepreneuriat féminin qui serait actuellement en plein essor sur le continent africain. Est-ce que c'est également l'analyse que vous faites ? J'estime que la femme, si vous voulez, a toute sa place, si vous voulez, dans la société africaine. Vous savez, Amira, tout à l'heure, à l'introduction de cette émission, moi et Jean-François, on vous a souhaité, si vous voulez, les vœux pour la fête des femmes. L'Afrique ne pourra se développer qu'à une condition, c'est qu'on intègre, si vous voulez, la femme dans toutes les dynamiques sociétales, que ce soit les dynamiques économiques, que ce soit les dynamiques sociales, que ce soit les dynamiques au niveau intellectuel, les dynamiques éducatives. Donc jusque-là, la femme en Afrique est restée en marge, c'est-à-dire de ces stratégies éducatives-là dans la plupart des États africains. Le fait que on ne devrait pas attendre, si vous voulez, une journée comme celle-là pour pouvoir souligner le rôle et l'importance de la femme et surtout dans nos États de sa place pour le développement des économies africaines. Parce que nous le savons tous, en Afrique, la femme occupe une place prépondérante. C'est elle qui élève les enfants. Les hommes sont, si vous voulez, plus ou moins à l'extérieur. Donc, il est tout à fait logique, c'est-à-dire ce retour d'aujourd'hui-là, pour moi, il devrait être intensifié tout simplement. Pourquoi ? Parce que le rôle de la femme est incontournable pour le développement économique, social et plus globalement sociétal et macroéconomiquement de l'Afrique. Jean-François, c'est indéniable, sur le continent, en milieu rural, la femme a un rôle clé, fondamental, mais on le sait, elles évoluent surtout dans le milieu informel. Que faire pour formaliser leurs activités et les insérer dans le système régulier ? Je pense que pour les solutions pour passer de l'informel au formel, nous les avons évoquées à plusieurs reprises ici. Il faut de la simplification administrative, il faut de l'accompagnement, il faut et diriger prioritairement vers les femmes. Mais je pense que la question va au-delà de cela. Je pense que les mesures à prendre vont au-delà de cela. Fondamentalement, concrètement, en Afrique aujourd'hui, les femmes sont les piliers des économies.
Même si ce sont des hommes qui gagnent beaucoup plus d'argent et qui rapportent la richesse. Pour l'essentiel, si les femmes n'étaient pas là, cette richesse n'existerait pas. C'est du même ordre que nous parlons de la santé par rapport notamment à l'entreprise. Et je pense que ce qu'il y a à faire aujourd'hui, ce n'est pas de reconnaître à la femme un rôle, mais c'est de pouvoir la libérer pour pouvoir participer, se déployer dans toute son activité, dans toutes les activités de la société, que ce soit économique, politique, sociale, etc. Mais... je laisse la parole à notre invité, Monsieur Enongue. Monsieur Enongue, on a quand même un taux de scolarisation des jeunes filles qui est encore trop faible sur l'ensemble du continent africain. Je parle vraiment en général. On pratique encore les mariages forcés, les mariages précoces. Est-ce que les États qui sont responsables du bien-être de leurs citoyens se préoccupent-ils assez de ces questions fondamentales? Je ne saurais répondre pour la situation globale, mais au Gabon, aucune de ces situations n'est d'actualité. Le taux de scolarisation est aussi équivalent que celui des jeunes garçons. Pourquoi? Parce qu'au Gabon, il n'y a pas elles n'ont pas été mises en marge de l'éducation. Non. Scolarité obligatoire de 6 à 16 ans pour tous, y compris les jeunes filles et les jeunes garçons. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi qui suis enseignant à la fac, il y a un certain nombre d'amphithéâtres où il y a plus de filles que de garçons. Le problème maintenant, pour un certain nombre d'entre elles, c'est qu'à partir souvent du niveau du supérieur, et surtout les formations les plus prisées ne leur sont pas ouvertes. Là, c'est maintenant un autre problème. Mariage forcé, on n'en connaît pas. On n'en connaît pas parce que nous avons eu un système où la femme s'est inscrite rapidement dans une logique, peut-être que c'est la culture catholique ou encore chrétienne, qui est prédominante, qui a fait en sorte qu'il y a un poids au niveau de notre société. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes, sinon le président n'aurait pas décrété l'année dernière la décennie de la femme gabonaise. Pourquoi? Il faut faire un diagnostic pour voir là où les problèmes se posent. Et parmi ces problèmes, il y a les activités génératrices de revenus, il faut appuyer le fonds qu'on a mis en place, mais surtout, on a pris une loi pour maintenir les partis politiques et l'administration, 30%, un quota de 30% pour les prochaines échéances électorales, les députés, il faut au moins 30% de candidatures féminines et 20% de candidatures des jeunes, ce qui fait que 50% du Parlement gabonais est amené à se une bonne partie du Parlement gabonais est amenée à se féminiser, mais aussi à se rajeunir. Et je pense que ce sont des mesures structurantes qui vont largement au-delà des slogans sur un seul mandat à faire à la tête de l'État. Et le secteur vivrier ivoirien regorge de potentiel. La Côte d'Ivoire enregistre annuellement 12 millions de tonnes de produits vivriers. Et bien évidemment, ce sont les femmes rurales qui livrent 85% de cette production. Cependant, les acteurs de ce domaine sont confrontés à un manque de financement. C'est un sujet qui nous a été réalisé et préparé par Oumou Kelsomba. Le secteur vivrier constitue un levier important dans la croissance de la Côte d'Ivoire. En 2015, le pays a enregistré une production évaluée à 1,5 million de tonnes de riz contre 550 000 tonnes en 2011. Selon les experts, 12 millions de tonnes de produits vivriers sortent des champs chaque année en Côte d'Ivoire et les femmes livrent 85% de cette production. Une dynamisation de l'agriculture vivrière permettra d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. En tout cas, ça va. J'aimerais que nos sœurs qui sont en ville viennent au village. Même si tu demandes une parcelle, ça te suffit. Ça peut te donner un peu d'argent. L'agriculture vivrière contribue à la création de la valeur ajoutée. Elle favorise la fabrication d'unités de transformation, surtout pour les femmes rurales. Cependant, les agricultrices sont confrontées à un manque de financement. On n'a pas de véhicule pour faire sortir la marchandise des campements jusqu'à la ville. On a besoin de financement. Ça va nous servir à développer ce qu'on fait, aider les femmes à se prendre en charge. On veut lutter contre la pauvreté. La dynamisation du secteur vivrier et maraîcher doit passer par la mise en œuvre d'une politique foncière et la réhabilitation des pistes agricoles ainsi que des barrages dans le nord de la Côte d'Ivoire. Les acteurs doivent aussi bénéficier d'un encadrement afin qu'ils puissent rentabiliser et moderniser leur activité.
Monsieur Enongwe, un outil indispensable à une augmentation de la production vivrière, c'est bien évidemment un matériel efficace et moderne. C'est là que l'État doit intervenir et subventionner l'agriculture et les agriculteurs. Alors, on ne sait pas si la solution réside dans les subventions. Déjà que le système dans lequel nous sommes nous oblige à ne pas nous y complaire. Mais il y a des leviers sur lesquels l'État peut intervenir, à savoir la facilitation de l'accès au crédit. Parce que le problème, c'est celui de la confiance des institutions bancaires. Alors, qu'est-ce que l'État peut faire? C'est de se porter caution vis-à-vis des structures, des coopératives qui ont des capacités à pouvoir faire entreprendre, mais aussi aménager les conditions pour l'écoulement des marchandises, puisqu'on a entendu tout à l'heure les pistes, mais il faut, au-delà des pistes, construire des routes, parce que une fois on a produit, il faut être capable d'acheminer ça sur les lieux du marché qui sont généralement des centres urbains, que ce soit des centres moyens ou alors des grands centres. Et moi, je pense que ce n'est pas réellement la subvention, mais c'est que l'État puisse porter le projet de faciliter l'accès au crédit. Et dans l'accès au crédit, c'est la question de la confiance des institutions bancaires. Et pour enrayer ça, l'État peut se porter un garant des prêts qui sont... Et surtout agir sur les taux d'intérêt. Oui, Jean-Marie, vous l'avez souvent évoqué autour de ce plateau, ce problème d'accès au financement, comme l'a dit M. Enongwe. Les banques commerciales, c'est un peu leur principe, elles pensent souvent en rentabilité. Elles ne vont bien évidemment pas, malheureusement pas prêter aux hommes et aux femmes rurales. Et c'est là également que l'État doit intervenir. C'est là, je suivrai notre invité en lui répondant que la subvention est, si vous voulez, incontournable dans les économies africaines concernant le secteur agricole. Tout simplement pourquoi? Parce que ce n'est pas l'économie de marché qui va réguler, si vous voulez, notre système alimentaire. Les stratégies agricoles qui sont posées, qui sont mises en place, doivent être des stratégies agricoles qui sont adaptées à notre agriculture et non pas, si vous voulez, dans les circuits commerciaux du marché capitaliste en tant que tel. Donc, à partir de là, le rôle de l'État est primordial. Je suis d'accord avec vous, si vous voulez, sur votre seconde partie de votre développement qui consiste à ce que l'État mette en place des mécanismes et des modalités adaptées à l'accès des femmes dans l'agriculture. Et je trouve dommageable, c'est cette agriculture vivrière-là qui doit être, le pilier de notre développement et non les produits de rente et d'exportation dont vous-même vous critiquiez là tout à l'heure, parlant, si vous voulez, du Gabon. Donc il est impératif que nous puissions, aller vers cette subvention-là. Par la suite, on pourrait lâcher, si vous voulez. On pourrait lâcher, si vous voulez, du lest et aller vers la privatisation. Mais dans un premier temps, c'est nécessaire de mon point de vue. Oui, Monsieur Enongwe. Le choix que nous avons fait, vous avez peut-être entendu parler du programme Graines, on va effectivement vers inciter les coopératives, mais là où on met l'accent, c'est que, mettre à disposition des terrains, sans pour autant qu'ils puissent encore les acheter, mais surtout, l'État prend en charge la formation. La formation déjà les coopératives, ainsi de suite. Et une forme, qui est peut-être une forme de subvention, c'est que les premières années, c'est l'État qui supporte la rémunération des membres de la coopérative. Au bout de 2 ou 3 ans, pour permettre à la coopérative de pouvoir s'autonomiser lorsque les produits seront écoulés sur le marché. C'est des formes déguisées d'incitation, vraiment à la dynamisation du secteur, vous avez raison. Monsieur Enongwe, je vous remercie pour votre participation à cette émission. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur et conseiller spécial du président gabonais, Ali Bongo. Merci. C'est à moi de vous remercier et de faire un mot spécial, n'est-ce pas, en cette journée de la femme pour essayer d'indiquer que, autant on a dit que c'est l'avenir de l'homme, on espère que ce sera l'avenir de l'Afrique aussi. Merci et merci à vous, Jean-François. Évidemment, c'est moi qui vous remercie, Amira, même si je n'ai pas eu l'occasion d'insister à partir du dernier sujet sur nos mères. Vous m'en voulez déjà. Sur nos mères nourricières. Là, nous parlions de culture vivrière. Je n'ai pas pu, mais je souhaite une excellente fête à toutes nos mères africaines comme ailleurs. Et merci à vous également, Jean-Marie. Merci, Amira, et bonne fête à toutes les femmes, et bonne fête à ma mère qui se trouve au Cameroun, et à ma préférée qui s'y trouve, qui s'appelle Clarisse.
Et oui, bien évidemment, bonne fête à toutes les femmes africaines, bonne fête à toutes les femmes du monde entier. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom, ce n'est jamais fini, puisqu'on se retrouve demain pour une nouvelle émission en cette semaine consacrée au Gabon. Le Gabon qui se prépare à une élection présidentielle dans quelques mois. Merci de votre fidélité et à demain.